À 9 heures, le 19 février 1945, le caporal Tony Stein s'accroupit derrière une légère dépression dans le sable volcanique noir d'Iwo Jima, serrant une arme que son sergent avait qualifiée d'idée stupide 3 mois plus tôt. 23 ans, 6 missions de combat, aucune victime par les moyens conventionnels. Les Japonais avaient fortifié chaque mètre de ce rocher de 8000 carrés avec 11 000 de tunnels interconnectés, 17 000 défenseurs et des champs de tir croisés qui transformaient la plage en un véritable abattoir. Stein était parmi les premiers hommes de la compagnie A, 1er bataillon, 28e régiment de marine, à établir une position au-delà de la plage. Autour de lui, les marines étaient clouées au sol par des tirs nourris de mitrailleuses et de mortiers provenant de casemates camouflés qu'ils ne pouvaient pas voir. En milieu de matinée, la 5e division de marine avait déjà perdu 43 hommes. Des marines morts gisaient éparpillés sur la plage en terrasse, leurs corps tordus dans la cendre volcanique. Les mitrailleuses Browning M 1919 de dotation standard étaient efficaces, mais elles pesaient 31 livres à vide et tiraient 400 coups par minute. Excellente pour la défense, terrible pour l'assaut. Stein connaissait ce problème depuis des mois. En novembre 1944, au camp Tarawa à Hawaï, il avait observé les équipes de mitrailleurs peiner lors des exercices d'entraînement. Les tireurs ne parvenaient pas à suivre le rythme des sections de fusiliers en progression. Ils s'installaient, tiraient, puis passaient de longues minutes à démonter l'arme et à avancer. À ce moment-là, l'élan était brisé. Tony Stein était un fabricant d'outils. Né à Dayton, dans l'Ohio, de parents immigrés juifs autrichiens ayant fui l'antisémitisme en Europe de l'Est, il avait passé son adolescence à travailler sur un tour à Patterson Field, puis comme mouliste chez Delco Products. Il comprenait les machines, il comprenait ce qu'elles pouvaient ne faire et ce qu'elles ne pouvaient pas faire. Lorsqu'il rejoignit les paramarines en septembre 1942, cet esprit mécanique l'accompagna à Bougainville. Il y avait tué 5 tireurs d'élite japonais en une seule journée. Mais c'est sa capacité à modifier l'équipement qui attira l'attention du sergent Mel Grevich. Grevich avait expérimenté quelque chose d'inhabituel pendant la campagne de Bougainville en 1943. Il avait récupéré une mitrailleuse d'aviation ANM-2 sur l'épave d'un bombardier en piqué Douglas S. B.D. Dauntless. La ANM-2 était conçue pour le combat aérien. Elle ne pesait que 21 livres, soit 10 livres de moins que la M1919. Plus important encore, elle pouvait tirer 1200 à 1500 coups par minute, soit 3 fois plus vite. Mais il y avait un problème. La ANM-2 possédait des poignées de arrière conçues pour des supports d'avion. Pas de crosse, pas de viseur, aucun moyen pour un seul marine de la porter et de tirer avec précision tout en avançant. Lorsque Grevich approcha Stein en novembre 1944, les paramarines venaient d'être dissous. Les 2 hommes avaient été réaffectés au 28e régiment de la 5e division de marine. Ils se préparaient pour une opération que l'état-major ne nommait pas encore, mais tout le monde savait qu'elle serait sanglante. Grevich montra la ANM-2 à Stein. Stein y vit un potentiel. Ils travaillèrent de nuit dans un hangar de maintenance. Stein découpa une crosse de fusil M, un Garand, l'évident pour y loger le tube tampon de la mitrailleuse. Il fabriqua un mécanisme de détente à solénoïde à partir de débris de tôle.
Grevich souda un bipied de fusil automatique BAR à l'avant. Ils ajoutèrent des hausses de visée de BAR pour la précision. Le résultat était rudimentaire, 25 livres, alimenté par une boîte de 100 cartouches, capable d'être vidée en 5 secondes de tir continu. Ils l'appelèrent le Stinger. Stein en fabriqua 6, un pour chacune des 3 sections de fusiliers de la compagnie G, un pour la section de démolition, un pour Grevich et un pour lui-même. La réaction des autres marines fut mitigée. Certains trouvaient cela génial. D'autres l'appelaient un piège mortel. Un sergent regarda l'arme improvisée et affirma qu'elle s'enrayerait dès la première rafale. Un autre dit que le canon mince fondrait après 2 chargeurs. Un commandant de section du 2e bataillon déclara que seul un idiot emporterait une arme d'avion dans un combat d'infanterie. Mais lorsque Stein la testa sur le champ de tir, vidant une boîte entière sur une cible à 200 yards en moins de 6 secondes, les sceptiques se turent. Les commandants de compagnie approuvèrent. Le bataillon approuva. Le Stinger Air partait à la guerre. Maintenant, sur la plage d'Iwo Jima, Stein resserra sa prise sur l'arme. Le canon du Stinger était déjà brûlant. Autour de lui, des marines mouraient parce qu'ils ne parvenaient pas à localiser les positions japonaises cachées. La procédure standard consistait à appeler des chars ou des tirs navals. Mais les chars étaient enlisés dans la cendre volcanique meuble, et les obus navals ne pouvaient pas frapper ce qu'ils ne voyaient pas. Stein prit une décision. Si vous voulez voir comment l'arme d'avion de Stein s'est comportée dans le chaos d'Iwo Jima, cliquez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées du Pacifique. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Revenons à Stein. Il se leva, complètement debout, au milieu d'une plage où les mitrailleurs japonais disposaient de champs de tir croisés. Le caporal Tony Stein s'exposa pour attirer l'attention de l'ennemi. Il avait besoin qu'ils révèlent leur position. Il avait besoin de voir les lueurs de départ des tirs. Les balles sifflaient à ses oreilles. Des obus de mortier explosaient dans la cendre à proximité. Et soudain, Stein la vit. Une casemate à 75 yards au nord-ouest, camouflée par des roches volcaniques et du sable. Le canon d'une mitrailleuse lourde type 92 dépassait à peine. Stein abaissa le Stinger, visa et pressa la détente. L'arme rugit à 1200 coups par minute. La casemate se désintégra sous un déluge de balles de calibre 30. 1200 balles par minute martelèrent la roche volcanique et les sacs de sable. La type 92 se tut. À travers la poussière et la fumée, Stein aperçut un mouvement à l'intérieur de la position. Puis plus rien. Il déplaça sa visée vers une deuxième casemate à 40 yards sur la gauche. Une autre rafale. 5 secondes de tir continu. La structure en béton absorba quelques balles, mais le volume de feu était écrasant. L'équipe de mitrailleurs japonais à l'intérieur cessa de tirer. Autour de Stein, les marines commencèrent à bouger. Voyant les positions ennemies neutralisées, les fusiliers s'élancèrent depuis leurs trous dans le sable. Les sergents hurlaient des ordres. L'assaut reprenait. Stein chargea la première casemate. Le Stinger était plus léger que la M1900 dite 9 standard et il pouvait courir avec. Il atteignit la position en quelques secondes. À l'intérieur, 3 soldats japonais gisaient morts. La cadence de tir de 1200 coups par minute avait tout transpercé. Il se dirigea vers la deuxième casemate. Même résultat. 2 soldats ennemis hors de combat. La position détruite.
Mais Stein sentit soudain le Stinger s'alléger dans ses mains. La boîte de munitions était vide. 100 cartouches parties en moins de 10 secondes de pression réelle sur la détente. Il avait anticipé ce problème lors de l'entraînement à Hawaï, mais le vivre au combat était différent. Le Stinger était dévastateur. Il était aussi incroyablement gourmand. Stein regarda vers la plage. 200 yards. Le point de ravitaillement en munitions se trouvait près du rivage, là où les barges de débarquement déchargeaient encore du matériel sous des tirs de mortier sporadiques. Il allait devoir traverser un terrain découvert, totalement exposé, pour obtenir plus de munitions de calibre 30 en bande. Il commença à courir. Le sable volcanique rendait chaque pas difficile. Ce n'était pas du sable normal. La cendre était meuble, en terrasse, et se dérobait sous les pieds. Les marines appelaient cela courir sur des roulements à billes. Les bottes de Stein s'enfonçaient de 3 pouces à chaque foulée. À mi-chemin de la plage, il passa devant un marine blessé. Un soldat de première classe de la 2e section, blessé par éclat d'obus à la jambe gauche. L'homme était conscient, mais ne pouvait plus marcher. Stein le saisit, le jeta sur son épaule et continua de courir. Le marine pesait 160 livres. Le Stinger en pesait 25. Le sac de combat de Stein en ajoutait 30. Il transportait plus de 215 livres à travers la cendre volcanique, alors que les mortiers japonais encadraient la plage. Il atteignit le point de ravitaillement à 9h45. Les infirmiers prirent le marine blessé. Stein saisit 4 boîtes de munitions, contenant chacune 100 cartouches. Il en fourra 2 dans son sac, en prit une dans chaque main et fit demi-tour vers la position de sa section. Le trajet de retour prit 3 minutes. Les tireurs d'élite japonais commençaient à cibler les marines qui se déplaçaient entre la plage et les positions avancées. Les balles soulevaient la cendre noire autour des bottes de Stein. Un obus de mortier explosa à 30 yards sur sa droite, projetant des roches volcaniques et des éclats. Il ne s'arrêta pas. Lorsqu'il atteignit la position de la compagnie A, son sergent de section lui désigna une 3e casemate. Celle-ci était plus grande, en béton armé, avec une mitrailleuse légère type 96 couvrant l'accès à l'aérodrome. 2 assauts précédents avaient échoué. 4 marines gisaient morts devant elle. Stein chargea une nouvelle boîte de munitions dans le Sting. Il vérifia l'alimentation de la bande. L'arme était déjà chaude à cause de l'engagement précédent, mais le mince canon d'aviation pouvait en supporter davantage. Il se leva et avança seul vers la casemate. La type 96 ouvrit le feu immédiatement. Les balles sifflèrent près de la tête et de la poitrine de Stein. Il continua de marcher, le Stinger à l'épaule. À 50 yards, il ouvrit le feu. La cadence de tir de l'arme était si élevée que le tireur japonais ne put ajuster sa visée assez vite. Les balles de Stein trouvèrent la fente de tir. L'arme ennemie se tut. Il chargea les 20 derniers yards et jeta une grenade par l'ouverture. L'explosion tua l'équipe de 3 hommes à l'intérieur. Stein fit demi-tour pour se ravitailler. La boîte de munitions était encore vide. Il était au combat depuis 46 minutes et avait déjà consommé 300 cartouches. Le Stinger prouvait sa valeur, mais le problème logistique devenait flagrant. Cette arme pouvait neutraliser et détruire les positions ennemies plus rapidement que n'importe quelle mitrailleuse standard. Mais elle exigeait un ravitaillement constant. Il entama sa 2e course vers la plage. Cette fois, il trouva 2 marines blessés en chemin. L'un avait une blessure soufflante à la poitrine.
L'autre avait perdu une partie de sa main droite à cause d'un éclat d'obus. Stein ne pouvait pas porter les deux. Il prit d'abord le cas le plus grave, courut vers l'infirmier, récupéra des munitions et fit un troisième trajet spécifiquement pour récupérer le second blessé. À 10h30, Stein avait effectué 4 allers-retours vers la plage. À chaque fois, il avait mis un marine blessé à l'abri. À chaque fois, il était revenu avec des munitions. Sa section avait progressé de 200 yards à l'intérieur des terres. Ils avaient détruit 7 positions ennemies. Et Stein avait personnellement tué au moins 15 soldats japonais. Mais le Stinger souffrait. Le canon avait changé de couleur sous l'effet de la chaleur. La détente à solénoïde commençait à gripper et les bottes de Stein se désintégraient à cause de la cendre volcanique et des courses incessantes. Il regarda ses pieds. Les semelles avaient presque disparu. Le cuir était craquelé et déchiré. Courir devenait douloureux. Chaque pas envoyait des douleurs aiguës dans ses voûtes plantaires. Stein prit une décision. Il délaça ses bottes et les jeta. Il était pieds nus dans la cendre volcanique. Cette décision semblait folle, mais Stein comprenait les mathématiques de la survie. Chaque seconde comptait, ses bottes ajoutaient de la friction et le ralentissaient. La cendre était abrasive, mais pas insupportablement chaude dans les zones ombragées. Il pouvait courir plus vite sans elle. Il retira également son casque. Le pot d'acier M1 pesait 2,5 livres. Ce n'était pas beaucoup, mais combiné aux bottes, il se délestait de près de 5 livres d'équipement. 5 livres qui lui permettraient de se déplacer plus rapidement entre la plage et sa section. Son 5e trajet vers la plage prit 2 minutes et 40 secondes. Pieds nus, il parvenait à obtenir une meilleure traction dans le sable volcanique meuble. Ses pieds s'enfonçaient dans la cendre, mais sans les semelles rigides, il pouvait sentir le terrain et ajuster sa foulée. C'était douloureux. La cendre était grossière, comme s'il courait sur du verre brisé, mais c'était plus rapide. Il attrapa un autre marine blessé en descendant, touché à l'abdomen. L'homme était inconscient. Stein le porta sur son épaule, le livra aux infirmiers, fit le plein de munitions et courut vers la position de la compagnie A. À 11 heures, Stein avait effectué 6 trajets. Il avait sauvé 6 marines blessés. Il avait ramené 600 cartouches et détruit personnellement 5 autres positions ennemies. Sa section avait progressé de 300 yards depuis la plage. Ils approchaient du premier aérodrome. La résistance japonaise s'intensifiait. L'ennemi avait construit un réseau défensif de casemates, de trous de tirailleurs et de bunkers souterrains reliés par des tunnels. Lorsqu'une position était détruite, des soldats surgissaient d'un autre endroit et reprenaient le tir. Le Stinger était la seule arme de la compagnie A capable de fournir un volume de feu suffisant pour neutraliser plusieurs positions simultanément. Lorsque Stein ouvrait le feu sur une casemate, le simple fracas des 1200 coups par minute suffisait à faire hésiter les positions adjacentes. Cette hésitation donnait aux fusiliers le temps d'avancer et de lancer des grenades. Mais l'arme subissait des dommages. Le canon était maintenant visiblement rougeoyant après des tirs soutenus. L'acier mince de qualité aéronautique n'était pas conçu pour un combat terrestre prolongé. Il était fait pour être refroidi par des flux d'air de 300 milles à l'heure lors des piquets. Au sol, il n'y avait pas d'air, seulement de la chaleur. Le mécanisme de détente à solénoïde se dégradait également. Stein l'avait fabriqué à partir de tôle à Hawaï. Et bien qu'il fonctionne, il n'était pas aussi fiable qu'un groupe de détente
sorti d'usine. Parfois, il coinçait. Parfois, il tirait un seul coup au lieu d'une rafale. Il devait le frapper de la paume pour le réinitialiser. Malgré les problèmes mécaniques, le Stinger restait efficace. À 11h20, la section de Stein rencontra une position japonaise renforcée qui avait stoppé la progression de 2 autres compagnies. C'était un bunker en béton avec 3 fentes de tir positionnées pour couvrir l'accès à l'aérodrome numéro 1. Plusieurs mitrailleuses légères type 96 à l'intérieur, avec des champs de tir croisés. 2 chasseurs de chars avaient tenté de le détruire. Tous 2 avaient été touchés par des canons anti-chars de 47 mm dissimulés. Une frappe aérienne fut demandée, mais les bombes manquèrent de leur cible de 50 yards. Le bunker restait opérationnel. Stein étudia la position. Les fentes de tir étaient étroites, environ 8 pouces de large sur 4 pouces de haut. Des cibles difficiles, mais la cadence de tir du Stinger signifiait que s'il visait une fente et maintenait la détente, statistiquement, certaines balles passeraient. Il avança seul. À 50 yards du bunker, il se mit à plat ventre et ouvrit le feu. Le Stinger vida sa boîte de 100 cartouches en 7 secondes. À cette distance, au moins 30 balles passèrent par les fentes. Les armes japonaises à l'intérieur se turent. Stein rechargea et chargea le bunker. Il jeta des grenades par les fentes. L'explosion tua l'équipe de 5 hommes. La progression de la compagnie A reprit. Son 7e trajet vers la plage eut lieu à 11h50. Cette fois, il portait un marine qui avait perdu ses 2 jambes sous le genou à cause d'une mine. L'homme était encore conscient et hurlait. Stein parcourut les 200 yards alors que le marine se vidait de son sang sur son uniforme. L'infirmier déclara plus tard que si Stein avait été 30 secondes plus lent, le marine serait mort. Lors du trajet de retour, Stein fit une rencontre inattendue. Un autre marine portant un Stinger. C'était l'un des autres tireurs de Grevich, de la compagnie G. Son arme s'était enrayée définitivement après avoir surchauffé. Le canon s'était voilé. Il la ramenait à la plage pour voir si un armurier pouvait la réparer. Stein regarda son propre Stinger. Le canon était violet sous l'effet de la chaleur. La garniture en bois de la crosse de Garand commençait à se carboniser. Le bipied était desserré, mais l'arme tirait encore. Il effectua son 8e trajet vers la plage à 12h30. Un autre blessé. Une autre charge de munitions. À ce stade, d'autres marines commençaient à remarquer le caporal, pieds nus multipliant les allers-retours sous le feu. Certains pensaient qu'il était fou. D'autres pensaient qu'il était l'homme le plus courageux d'Iwo Jima. Stein ne pensait pas à la bravoure. Il pensait aux mathématiques. Sa section avait besoin de munitions. Les blessés avaient besoin d'être évacués. Il était plus rapide sans bottes. Le Stinger lui donnait la puissance de feu nécessaire pour neutraliser les positions pendant ses mouvements. Tout le reste n'était qu'exécution. Mais lors de son 8e retour, quelque chose changea. Un tireur d'élite japonais s'était mis en position surplombant la route de ravitaillement, alors que Stein revenait vers la compagnie A avec 4 boîtes de munitions. Une balle siffla près de sa tête. De très près, peut-être 6 pouces. Il se jeta à terre dans la cendre volcanique. Le Stinger atterrit à côté de lui. Pour la première fois de la journée, Tony Stein était cloué au sol. Le tireur d'élite était bon. Stein ne voyait pas sa position, mais l'angle du tir lui indiquait qu'il se trouvait quelque part sur la ligne de crête à 200 yards à l'est, probablement dans un trou d'homme ou derrière une roche volcanique.
Les Japonais avaient bien entraîné leurs tireurs d'élite. Patients, disciplinés, prêts à attendre des heures pour une seule cible de haute valeur. Et un marine, multipliant les trajets en terrain découvert, était définitivement une cible de haute valeur. Stein resta immobile pendant 30 secondes. Il contrôlait sa respiration. Le tireur d'élite guetterait le moindre mouvement, n'importe lequel. La cendre volcanique autour de Stein n'offrait aucun abri. Juste un terrain plat et ouvert entre la plage et les positions avancées. Une autre balle claqua au-dessus de lui. Le tireur tirait là où Stein se trouvait auparavant, pas là où il était maintenant. Cela signifiait qu'il n'avait pas encore acquis sa position exacte. Stein avait environ 10 secondes avant que le tireur ne s'ajuste. Il roula sur la gauche, saisit le Stinger et se releva en courant. Pas vers sa section, mais vers le tireur. Les mathématiques étaient simples. Courir perpendiculairement à la ligne de visée du tireur ferait de lui une cible plus difficile que de s'enfuir. Et s'il pouvait réduire la distance, la cadence de tir du Stinger écraserait un fusil à verrou. 3 autres coups de feu, tous ratés. Stein sprintait maintenant, pieds nus dans la cendre volcanique, le Stinger au poing, les boîtes de munitions rebondissant dans son sac. À 150 yards, il vit un mouvement. Une silhouette dans un trou de tirailleur partiellement caché par la roche. Stein posa un genou à terre et ouvrit le feu. Le Stinger rugit. 1200 coups par minute déchiquetèrent la roche et le terrain environnant. La position du tireur d'élite se désintégra. Lorsque la boîte de munitions fut vide, il n'y eut aucun tir de riposte. Stein rechargea et s'approcha prudemment. Le tireur d'élite était mort. Un fusil type 97 gisait à ses côtés. Stein récupéra la lunette télescopique du fusil et continua vers la compagnie A. Lorsqu'il atteignit sa section à 13 heures, la situation s'était détériorée. La compagnie A était clouée au sol par un complexe de fortifications comprenant au moins 8 casemates disposées en demi-cercle. Tout marine qui se levait était immédiatement pris pour cible par plusieurs positions. La compagnie avait subi 12 pertes au cours des 20 dernières minutes en essayant d'avancer. Le commandant de compagnie avait demandé l'appui de chars, mais les M4 Sherman étaient de toujours enlisés près de la plage. La cendre volcanique était trop meuble. Les chars déchenillaient ou restaient coincés. L'appui d'artillerie était limité, car les observateurs avancés n'avaient pas de vue dégagée sur les positions ennemies. Stein se déplaça vers la position la plus avancée et évalua la situation. Les 8 casemates formaient un arc à environ 100 yards devant. Des soldats japonais se déplaçaient également dans des tranchées reliant les positions. Ce n'était pas une simple défense statique, c'était un système coordonné. L'avantage du Stinger était son volume de feu. Stein calcula que s'il pouvait neutraliser plusieurs positions simultanément, les fusiliers pourraient avancer sous cette couverture, mais cela nécessiterait de s'exposer à nouveau. Il se leva et ouvrit le feu sur la casemate la plus à gauche. Une rafale de 5 secondes, sans cartouche. La position se tut. Il déplaça son tir vers la casemate suivante. Une autre rafale. Silence. Il remontait méthodiquement l'arc, neutralisant chaque position l'une après l'autre. Des soldats japonais dans les tranchées commencèrent à tirer sur lui. Des fusils type 80, 19, des mitrailleuses légères type 96. Les balles soulevaient la cendre autour de ses pieds. Une balle frappa le canon du Stinger avec un tintement métallique. L'arme
continua de tirer. Stein vida sa boîte de munitions et se jeta au sol pour recharger. Pendant qu'il rechargeait, les fusiliers de la compagnie A progressèrent de 50 yards. Lorsque Stein se releva et reprit le tir, ils avancèrent de 50 yards supplémentaires. La coordination était instinctive. Aucun ordre n'était nécessaire. Les marines comprenaient que tant que le Stinger tirait, il pouvait bouger. À 13h30, la compagnie A avait percé l'arc défensif. 5 des 8 casemates étaient détruites. Les 3 autres étaient abandonnés. 17 soldats japonais furent confirmés morts. La compagnie A avait perdu 3 autres marines, mais la progression continuait. Le Stinger de Stein était maintenant gravement endommagé. Le canon était légèrement tordu par l'impact de la balle. Le bipied s'était complètement détaché. La crosse de Garand était noire de suie, mais elle tirait encore. À 13h45, lors de l'assaut de la 6e casemate, se produisit ce pourquoi Stein s'était entraîné, mais espérait ne jamais vivre. Il tirait une rafale soutenue lorsqu'une mitrailleuse japonaise type 96 atteignit le Stinger de plein fouet. L'impact fut violent. L'arme fut arrachée des mains de Stein et projetée à 6 pieds en arrière dans la cendre volcanique. Stein plongea à l'abri derrière une petite crête rocheuse. Il était désormais désarmé. Le Stinger gisait en terrain découvert entre sa position et la casemate ennemie active. Les soldats japonais l'avaient vu tomber. Ils savaient qu'il était désarmé. Ils l'attendaient. Stein regarda l'arme gisant dans la cendre. Le canon fumait. Il pouvait voir que le mécanisme d'alimentation par bande était endommagé. Même s'il la récupérait, le Stinger pourrait ne plus tirer. Mais il avait porté cette arme lors de 8 allers-retours vers la plage. Il l'avait utilisée pour détruire plus de 15 positions ennemies. Elle avait maintenu sa section en vie. Stein se prépara à courir à découvert pour la récupérer. Il s'élança. La mitrailleuse japonaise ouvrit le feu immédiatement. Les balles passèrent près de sa tête et de son torse. Stein courait en zigzag pour être une cible plus difficile. 3 secondes pour atteindre le Stinger. Il s'en saisit, roula derrière une autre crête et vérifia l'arme. L'alimentation était bloquée. Une balle avait frappé le mécanisme et tordu les rails de guidage. Stein retira la bande endommagée, dégagea le blocage avec ses doigts et chargea une nouvelle boîte de munitions. L'arme se réarma correctement. Il testa une rafale de 3 coups. Ça marchait. Il se leva et vida la boîte entière sur la casemate qui lui avait arraché l'arme des mains. 100 coups en 7 secondes. La position fut pulvérisée. La type 96 qui avait failli le tuer se tut définitivement. Stein rechargea et continua l'assaut. À 14h, la compagnie A avait progressé de 400 yards depuis la plage. Ils avaient détruit 23 positions ennemies. Stein en avait personnellement neutralisé au moins 12. Ses courses-pieds, nus vers la plage, avaient sauvé 9 marines blessées. Et le Stinger, bien qu'ayant reçu des balles, surchauffé et subi des mauvais traitements mécaniques, tirait toujours. Mais l'état de l'arme était critique. Le canon était désormais visiblement courbé. La cadence de tir était tombée à environ 900 coups par minute. La détente à solénoïde tirait par rafale de 3 à 5 coups, même quand Stein voulait un tir continu. Et la crosse en bois était si carbonisée qu'elle commençait à s'effriter. À 14h30, lors d'un assaut sur un système de tranchées fortifiées, le Stinger fut à nouveau touché. Cette fois, une balle de fusil type 99 frappa le boîtier de culasse.
L'impact arracha l'arme des mains de Stein pour la deuxième fois. Elle atterrit à 10 pieds de là, dans un cratère d'obus. Stein était maintenant totalement exposé. Pas d'abri, pas d'armes. Les soldats japonais dans la tranchée lui tiraient dessus au fusil et à la grenade. Il voyait au moins 6 combattants ennemis. Il courut vers le Stinger. Une grenade explosa à Funk Yard derrière lui, projetant cendres et éclats. Des fragments le touchèrent à la jambe gauche et au dos. Des blessures légères, douloureuses, mais pas invalidantes. Il saisit le Stinger et plongea dans le cratère. Le boîtier de culasse présentait une entaille profonde, là où la balle avait frappé. Stein actionna le levier d'armement manuellement. C'était dur, mais fonctionnel. Il chargea une nouvelle bande, visa la tranchée et tira. Le Stinger fonctionnait, à grand-peine. La cadence de tir n'était plus que de 600 coups par minute, la moitié de sa capacité d'origine. Mais 600 coups par minute, c'était encore plus rapide que n'importe quoi d'autre sur le champ de bataille. Stein neutralisa la tranchée pendant que les fusiliers avançaient. La position fut nettoyée. 6 soldats japonais morts. La progression de la compagnie A continuait. À 15 heures, Stein avait effectué son 8e trajet vers la plage. Il avait tiré plus de 2000 cartouches. Il avait porté des blessés à chaque retour. Ses pieds étaient en sang à force de courir pieds nus dans la cendre volcanique. Son uniforme était trempé de sueur et du sang des hommes qu'il avait secourus. Et le Stinger était à peine fonctionnel. Le canon était tordu selon un angle de 5 degrés. La crosse ne tenait que par friction et par miracle. La détente tirait de manière aléatoire. Stein devait réarmer manuellement entre chaque rafale. Mais la compagnie A avait atteint son objectif. Ils étaient au pied du mont Suribachi, le pic volcanique qui dominait la pointe sud de l'île. La montagne s'élevait à 550 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les observateurs japonais au sommet voyaient chaque position américaine sur la plage. Les spotters d'artillerie dirigeaient les tirs depuis les hauteurs. La montagne devait être prise. À 17 heures, la section de Stein reçut l'ordre d'établir un périmètre défensif et de tenir la position pour la nuit. L'assaut sur le Suribachi commencerait le lendemain matin. Pour l'heure, la compagnie A devait se consolider. Stein eut enfin le temps d'évaluer son propre état. Ses pieds étaient déchirés et saignaient. La cendre volcanique s'était incrustée dans chaque coupure. Il avait des éclats d'obus dans le mollet gauche et le bas du dos. Des blessures mineures, mais qui nécessitaient des soins. Ses mains étaient couvertes de cloques, à force de porter le Stinger brûlant. Et il était épuisé. Il avait été au combat continu pendant 8 heures. Il avait couru environ 3000 au total lors de ses 8 trajets vers la plage, portant des blessés, portant des munitions, sous le feu, pieds nus. Le Stinger gisait à côté de lui dans le trou de combat. L'arme était détruite. Le canon devait être remplacé. Le boîtier était endommagé. La crosse était brûlée. Le mécanisme de détente n'était plus fiable, mais il avait fait son travail. Il avait permis à la compagnie A de continuer à avancer là où des armes conventionnelles les auraient laissés cloués sur la plage. Les autres marines commençaient à l'appeler le caporal pieds nus. Certains le pensaient fou, d'autres le qualifiaient d'homme le plus brave qu'ils aient jamais vu. Stein se moquait de ses jugements. Il avait fait ce qui devait être fait. Les mathématiques étaient simples. Sa section avait besoin d'appui-feu. Le Stinger l'avait fourni. Tout le reste
étaient sans importance. Cette nuit-là, Stein essaya de dormir. Des infiltrés japonais commencèrent à sonder le périmètre de la compagnie A. De petits groupes de 2 ou 3 soldats testaient les défenses. Stein saisit le Stinger. Malgré ses dommages, il conservait un avantage, son volume de feu. Lorsqu'un soldat japonais apparut à 30 yards de sa position, Stein tira une rafale. L'arme fonctionna. L'infiltré mourut. À l'aube du 20 février, Stein était éveillé depuis 22 heures consécutives. L'assaut sur le mont Suribachi commença à 8 heures. La compagnie A, avec le reste du 28e régiment, commença l'ascension des pentes volcaniques. Le terrain était brutal. Cendres meubles, aucune végétation, crêtes exposées. L'ennemi avait fortifié la montagne avec plus de 60 casemates, bunkers et grottes. Chaque accès était couvert par des tirs croisés. Les soldats japonais avaient passé des mois à préparer ces défenses, stockant munitions, nourriture et eau dans les tunnels. Ils comptaient faire payer chaque yard aux Américains. Stein transporta le Stinger sur la montagne. Un armurier y avait travaillé pendant la nuit, remplaçant les composants les plus endommagés. Le canon était toujours tordu, mais un nouveau mécanisme d'alimentation avait été installé. L'arme tirait, mais elle n'était plus l'outil dévastateur du 19 février. À 9h30, la compagnie A rencontra un complexe de bunkers renforcés à mi-pente. 4 bunkers en béton reliés par des tranchées. Stein avança avec le Stinger. Il identifia le bunker principal et ouvrit le feu. Le canon tordu nuisait à la précision. Mais à courte distance, le volume de feu importait toujours. Il neutralisa la position assez longtemps pour que les équipes de démolition avancent. Le bunker fut détruit. À 10h15, la chance de Stein tourna. Une grenade japonaise atterrit à 3 pieds de lui. Il la vit. Il tenta de bouger. La grenade explosa avant qu'il ne puisse s'écarter. Des éclats le frappèrent au bras droit, à la jambe droite et au torse. Blessures multiples, aucune immédiatement fatale, mais il saignait abondamment. Les infirmiers l'atteignirent en quelques minutes. Ils pansèrent les blessures et demandèrent l'évacuation. Stein refusa. Sa section était toujours engagée. Le Stinger était encore nécessaire. Il continua de se battre pendant les 2 heures suivantes. Stein fournit un appui-feu tout en saignant à travers ses bandages. Le Stinger continuait de fonctionner malgré les coups reçus. Chaque fois qu'une casemate ouvrait le feu sur les marines, Stein la neutralisait. Mais à 12h30, son état empira. Il avait perdu trop de sang. Il commençait à avoir la tête légère. Sa vision se rétrécissait. L'infirmier lui dit qu'il devait être évacué immédiatement ou qu'il mourrait sur la montagne. Cette fois, Stein ne discuta pas. Il confia le Stinger à un autre marine de son groupe et se laissa porter vers la plage. De là, il fut chargé sur une barge et transporté vers un navire-hôpital ancré au large. Le 23 février, à 10h20 du matin, une patrouille de la compagnie E atteignit le sommet. Ils hissèrent un petit drapeau américain. Le photographe Joe Rosenthal immortalisa l'instant. Plus tard dans l'après-midi, un drapeau plus grand fut hissé. Rosenthal prit également cette photo. L'image devint la plus emblématique de la guerre du Pacifique. Stein n'était pas présent pour la levée du drapeau. Il était sur le navire-hôpital. Les médecins retirèrent les éclats de son bras, de sa jambe et de son torse. On lui dit qu'il serait envoyé dans un hôpital à l'arrière, à Hawaï,
ou peut-être aux États-Unis. Sa guerre était finie. Mais le 25 février, une nouvelle parvint au navire hôpital qui frappa Stein plus fort que n'importe quelle grenade. La 5e division de marine s'était déplacée vers le nord du Suribachi, vers le centre de l'île. Ils attaquaient une position désignée, colline 3, 162A. Les combats étaient féroces. Le 28e régiment subissait des pertes catastrophiques. La compagnie A avait perdu 30% de ses effectifs en 2 jours. Le sergent de section de Stein était mort. Son chef de groupe était mort. Des marines avec qui il s'était entraîné à Hawaï mouraient sur une colline anonyme. Le 26 février, contre les ordres médicaux, Tony Stein quitta le navire hôpital. Il descendit dans une barge de débarquement, retournant vers la plage. Il dit à l'équipage qu'il avait reçu l'autorisation de reprendre le service. Ce n'était pas vrai. Il était en désertion de l'hôpital. Mais personne ne l'arrêta. Il atteignit la plage à 14 heures. Il trouva un sergent d'approvisionnement et réquisitionna de nouvelles bottes. Ses pieds étaient toujours bandés, mais il pouvait marcher. Il prit un fusil M1 Garand dans un dépôt. Le Stinger avait disparu, soit détruit, soit utilisé par un autre marine. Cela n'importait pas. Stein retournait vers son unité. Il marcha vers le nord, à travers Iwo Jima, sur 6000, à travers la cendre et les positions japonaises détruites, devant les chars calcinés et les équipes mortuaires, collectant les corps américains. Il atteignit la position de la compagnie A le 27 février. La compagnie était réduite à 63 hommes sur ses 240 d'origine. Les survivants étaient épuisés. Ils se battaient depuis 8 jours sans repos. Stein se présenta au commandant de compagnie. Il fut immédiatement renvoyé sur la ligne. Pendant les 2 jours suivants, Stein se battit dans les cordes et à corps brutaux autour de la colline. Sans Stinger, juste avec son fusil Garand et des grenades. Le combat était différent, plus lent, mais Stein était toujours aussi efficace. Le 1er mars 1945, la compagnie A fut chargée d'une patrouille de reconnaissance pour localiser un complexe de casemates japonaises. La patrouille se composait de 19 marines. Le caporal Tony Stein fut désigné chef de patrouille adjoint. À 7 heures, le 1er mars, la patrouille partit. Le terrain n'était que crêtes et ravins volcaniques, parfaits pour les embuscades. Les soldats japonais avaient établi des positions cachées partout. La patrouille avançait lentement. 20 yards. Arrêt. Observation. À 7h45, la patrouille atteignit une crête surplombant une petite vallée. Stein se déplaça vers l'avant pour mieux voir le terrain. À travers les formations rocheuses, il aperçut ce qui ressemblait à des positions camouflées. La patrouille devait s'approcher. Stein fit signe d'avancer. Il fit un pas en avant, son fusil prêt. Ses pieds, toujours bandés, le faisaient souffrir à chaque pas. Ses blessures au bras et à la jambe n'étaient pas cicatrisées, mais il avançait parce que c'était ce qu'il fallait faire. À 7h52, un seul coup de feu retentit. La balle frappa Tony Stein à la tête. Il s'effondra instantanément. Le tir provenait d'une position cachée à environ 200 yards au nord-est. L'infirmier atteignit Stein en quelques secondes, mais il n'y avait rien à faire. La blessure était mortelle. Le caporal Tony Stein, âgé de 23 ans, mourut sur la cendre volcanique d'Iwo Jima à 7h53 le 1er mars 1945. La patrouille riposta. Les marines,
demandèrent un appui de mortier. La patrouille termina sa mission. Ils identifièrent le complexe de casemates et retournèrent à la compagnie A avec les renseignements. Mais ils ramenèrent le corps de Tony Stein avec eux. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement. Le caporal Pied, nu qui avait effectué 8 trajets vers la plage le 19 février. Le marine, qui avait refusé l'évacuation. Le fabricant d'outils de Dayton, qui avait construit une arme à partir de pièces d'avion pour détruire plus de positions ennemies. Le 2 mars, Stein fut enterré dans le cimetière de la 5e division sur Iwo Jima. Une simple croix en bois marquait sa tombe, avec son matricule, son grade, son unité. Aucune mention du Sting, aucune mention de la médaille d'honneur qui porterait plus tard son nom. La bataille d'Iwo Jima continua pendant encore 24 jours. Les pertes américaines s'accumulèrent. Près de 7000 Américains moururent, 20 000 furent blessés. Les pertes japonaises furent pires. Sur 21 000 défenseurs, moins de 1000 survécurent. Mais le 19 février, pendant ses 8 premières heures de combat, Tony Stein et son arme improvisée avaient fait la différence. Ses course-pieds nus avaient sauvé 9 blessés. Son feu de couverture avait permis à la compagnie A d'avancer. Son ingéniosité mécanique avait donné au corps des marines une arme qui, pour une journée, avait changé l'équation tactique. Les 5 autres Stingers virent aussi le combat. 2 furent donc détruits, un s'enraya définitivement. Aucun des 6 originaux n'existe aujourd'hui. Mais la légende du Stinger survécut dans l'histoire des marines. En mai 1945, le lieutenant-colonel Chandler Johnson soumit une recommandation pour que Tony Stein reçoive la médaille d'honneur. Le 19 février 1946, sa veuve Joanne reçut sa médaille. Sa mère, Rose, était présente, les larmes coulant sur son visage. Son fils, l'enfant d'immigrés juifs qui avait quitté le lycée pour devenir ouvrier, avait reçu la plus haute distinction militaire de la nation. La citation mentionnait l'arme personnellement improvisée. Les restes de Tony Stein restèrent sur Iwo Jima jusqu'en 1948. En décembre de cette année-là, son corps fut ramené à Dayton pour des funérailles avec les honneurs militaires. Des centaines de personnes assistèrent à la cérémonie au cimetière Calvary. En 1972, la marine américaine baptisa un navire, l'USS Stein, en son honneur. Le corps des marines préserve son histoire dans ses manuels d'entraînement. À Paris Island, les instructeurs enseignent l'histoire du fabricant d'outils qui a construit sa propre arme. Le courage de Tony Stein n'est pas discutable. 8 trajets sous le feu, 9 blessés sauvés. Des courses pieds nus, refuser d'être évacués, revenir du navire hôpital pour rejoindre son unité. Il représente l'essence même des marines. Tony Stein avait 23 ans quand il est mort. Il a sauvé 9 vies en une seule journée avec une arme qu'il avait aidé à construire dans un hangar à Hawaï. Si cette histoire vous a touché autant que nous, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons chaque jour des histoires oubliées, des archives poussiéreuses. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Que vous soyez en France, au Canada, en Belgique ou ailleurs, vous aidez à garder ces mémoires vivantes. Merci d'avoir regardé et merci de faire en sorte que Tony Stein ne tombe pas dans l'oubli. Ces hommes méritent qu'on se souvienne d'eux.